Bonjour à tous, ici Nicolas Claudel et tout d'abord, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'experts du mardi. Je tenais à vous remercier, tous ceux qui sont présents aujourd'hui et ceux qui étaient présents par le passé. Comme vous le savez déjà, nous avons choisi de nous réunir le mardi matin afin de concevoir ensemble un exemple de Rapid Learning avec VTS Editor. Ce mardi, nous avons choisi d'aborder un sujet qui me touche personnellement. Nous allons travailler sur l'empathie. Et pour m'accompagner sur ce sujet et nous en dire davantage, je suis aujourd'hui en compagnie de notre chère Sophie Bernard. Bonjour Sophie, comment vas-tu? Bonjour à tous, bonjour Nicolas, ça va très très bien. Alors, c'est vrai que c'est des circonstances un peu particulières. Pour l'audience qui ne te connaît pas forcément, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, je suis ingénieure pédagogique chez Service Factory. Je conçois des modules pédagogiques qui sont en relation étroite avec nos clients. Je vais aussi piloter ces projets en partant de leurs besoins jusqu'à la concrétisation sous la forme d'un serious game. Et je les réalise avec notre logiciel VTS Editor. Donc toi aussi, tu connais très bien l'interface qu'on va voir aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce que je présente pour Voilà. tout le monde, hein, c'est VTS Editor. On va travailler aujourd'hui sur l'empathie. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà, toi, travaillé par le passé dans le cadre de projets? Alors pas forcément sur le sujet, mais est-ce que c'est des choses que tu intègres dans les projets? Oui, alors c'est quelque chose, c'est un sujet qui revient fréquemment. J'ai eu la chance de travailler à plusieurs reprises sur plusieurs projets. J'ai eu des projets liés, par exemple, on traitait des appels d'urgence, de détresse, où il fallait entraîner des apprenants à répondre de manière appropriée. Mhm. Plusieurs sujets sur le médical et aussi sur le secteur de la communication, Mhm. avec des modules qui visent à apprendre à reconnaître différents types de personnalités, puis à apporter des réponses adaptées lorsque ces types de personnalités sont en stress ou ont besoin d'être motivés. Voilà, puis D'accord. d'autres aussi, d'autres projets sur le feedback, enfin voilà, pas mal de choses. Sur le cyberharcèlement aussi, on va avoir besoin aussi d'empathie pour traiter ces cas. Tout à Voilà. fait. Donc c'est quelque chose que tu es amené à traiter sous diverses formes dans VTS Editor. Bon, c'est vrai qu'on a la chance, nous, de travailler avec un logiciel qui nous permet de le mettre en scène, c'est d'ailleurs ce qu'on a prévu de faire aujourd'hui. Mais parlons un petit peu plus de l'empathie en soi. Si tu devais le définir, toi, comment tu en parlerais? Alors, le développement de l'empathie en formation, ça va surtout consister à développer la capacité de percevoir les réactions personnelles et puis les émotions des personnes avec lesquelles nous échangeons, Mhm. telles qu'elles elles leur apparaissent, et aussi surtout d'être capable de leur communiquer cette compréhension. Parce qu'on peut Oui, être empathique, mais d'accord. si on ne montre pas en fait cette empathie, ça n'a pas d'effet. Donc pour que l'empathie ait un impact positif sur une personne, il faut avant tout être capable de la rendre perceptible. Donc c'est là-dessus Oui. qu'on va surtout travailler en général D'accord. sur Donc, nos si, projets. si je comprends bien, l'empathie, ce n'est pas seulement d'être, comment dire, sensible aux autres, mais c'est surtout d'exprimer cette sensibilité ou de changer notre comportement vis-à-vis de cette sensibilité. Voilà, c'est ça. Être montrer en fait la compréhension qu'on en a. C'est quelque chose aussi où il faut rester sincère, je pense, parce que Mhm. sinon on va avoir une dissonance entre le message qui va être communiqué, enfin entre le fond et la forme. Donc voilà, il y a plusieurs techniques qui vont permettre de communiquer cette empathie. On en Mm. reparlera, je pense, un petit peu plus tard, mais on va Tout avoir à des fait. techniques de reformulation, enfin, ouais, Tout à fait. à développer. Et pour qu'on se projette un petit peu, nous, on a choisi un sujet en particulier. C'est vrai que l'empathie, c'est quelque chose qu'on expérimente, nous, toute notre vie, dans notre quotidien, que ce soit professionnellement, que ce soit personnellement. Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels tu penses que c'est absolument vital d'avoir une double couche, entre guillemets, de travail sur l'empathie? Alors oui, alors effectivement, nécessairement, on peut en avoir besoin dans tous les domaines, mais on va surtout en avoir, d'autant plus en avoir besoin dans le secteur médical, dans la vente aussi, le management, l'éducation, le tourisme. Ça va être aussi pour gérer des situations de relations au travail, de la gestion de conflits. Mhm. Enfin, c'est très très large. Ouais. D'accord, tout à fait. Alors nous, on a choisi pour aujourd'hui de traiter justement une situation de conflit dans le logiciel. Et on s'est dit que sur l'empathie, c'était un vaste sujet. Si on devait faire un parcours de formation
pour développer des compétences de nos apprenants sur l'empathie, on ferait beaucoup de choses. On avait identifié plusieurs étapes. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus, Sophie? Alors là, lors de la préparation, on a décidé de se concentrer davantage sur un concept de pré-learning. Qu'est-ce que c'est Donc, pour ceux qui nous écoutent un pré-learning? alors, pré-learning, on va considérer que l'apprenant n'a pas de connaissances ou très peu de connaissances sur le sujet. Mhm. Donc voilà, en fonction du niveau des apprenants, on n'a pas les mêmes objectifs pédagogiques, on va pas avoir le même module. Donc là, tout d'abord, on va déjà s'attacher à la mémorisation et à la compréhension des concepts clés de l'empathie. Mhm. Donc sur les premières habiletés, ça va être d'apprendre à acquérir, on va dire, apprendre à analyser, en fait, à mémoriser, à comprendre ce qu'est l'empathie. Mhm. Et puis ensuite, on pourra passer à une phase plus avancée de l'apprentissage où il sera question d'appliquer des concepts, les concepts appris, et puis d'être capable d'analyser, de proposer des réponses adaptées lors de situations nouvelles. Mhm. Tout Donc, à fait. voilà, si on s'appuie sur les préconisations de la taxonomie de Bloom, voilà, on commence déjà par la compréhension du concept et puis la mémorisation Mhm. Oui, les phases 1 et des 2, gros concepts. apprendre et comprendre ensuite. Et après, on passera à l'application et après, on ira encore plus loin dans le processus. Là, on voulait faire quelque chose qu'on fait assez peu finalement avec VTS Editor, même si ça s'y prête très bien, c'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui. C'est une phase qui est en amont d'un entraînement, en fait, une prise d'information préalable. Sur Ouais. l'empathie, nous, ça va nous pousser finalement à représenter une situation dans laquelle on veut que notre apprenant soit capable de discerner un certain nombre d'éléments. Donc on va avoir tout un travail de scénarisation et de mise en scène à faire. Ouais. Ouais, on va pouvoir dans un premier temps, donc comme je disais, plutôt travailler sur la partie observation. Donc concrètement, en quoi ça consiste? On va pouvoir s'entraîner à percevoir de la manière la plus précise possible le cadre de référence interne de notre interlocuteur, Mhm, avec toutes ses composantes émotionnelles, leur signification, et puis apprendre à analyser en fait ces différents indicateurs. Donc, on va avoir une analyse des messages verbaux et puis aussi des messages non verbaux. Donc, dans les messages verbaux, on peut avoir les mots, la forme verbale qui est employée. Et puis dans les messages non verbaux, on va plutôt s'attacher aux expressions du visage, à la posture du corps, mhm. à des gestes et au ton de la voix, par exemple. Tout à fait. Alors la Voilà. première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'intérieur du projet dans VTS Editor. Comme pour chaque sujet qu'on a traité dans les rendez-vous d'experts, on va faire qu'un seul scénario. Donc ce menu-là, on ne l'aura pas dans VTSR pour ceux qui connaissent. Je vais lancer automatiquement le premier scénario. Ensuite, je vais aller directement à l'intérieur et on a préparé une première scène. Il y a deux choses sur lesquelles je veux prêter attention ici. Ça, c'est notre scène principale dans laquelle on va illustrer finalement un comportement de conflit entre deux personnages. Et on a déjà mis en place le casting de notre projet. On voit qu'il y a plusieurs personnages présents dans cette scène. Le casting est déjà préparé et on a plusieurs personnages. On a trois personnages parmi ces personnages qui sont les plus importants et qui vont jouer un rôle particulier dans le scénario. On va y revenir. Je voudrais d'abord qu'on se focalise sur les deux personnages dans lesquels pour lesquels on va représenter la situation de conflit. Ce sont Stéphanie et Charles que vous voyez ici. On va jouer la simulation pour que vous puissiez tous voir de quoi il s'agit. Et je vais lire les textes en même temps, parce que vous n'aurez pas le son de l'image. Donc, voilà. D'abord, ce sera juste un dialogue, et je vais venir vous lire les phrases qui vont être dites. Alors, on va devoir raccourcir la pause déjeuner, dit Charles, car il faut absolument qu'on ait défini de manière précise chacune des étapes de la roadmap pour 2021 avant la fin de cette réunion. Ce à quoi Stéphanie va répondre, c'est pas vrai. Et Charles répond, oui Stéphanie, tu as un commentaire à faire. Attends Charles, ça fait déjà 2 heures qu'on en discute. On tourne en rond, je sature et tu ne dois pas être la seule. Voilà. Ce à quoi Charles, on fait une pause. Charles va répondre, non, je préfère que nous restions concentrés. Reprenons où nous en étions. Je ne crois pas qu'on avancera davantage en restant des heures à épiloguer sur le sujet. Ça monte dans les tours. Ah, je cite une phrase. C'est justement ce genre de comportement non professionnel qui nous met toujours en retard. Faire quelques efforts pour atteindre l'objectif, est-ce si compliqué? Dit Charles. Quoi, c'est de ma faute?
demande Stéphanie. Donc on a vraiment un conflit qui s'organise ici. Si tu t'organisais mieux et que tu allais à l'essentiel au lieu de rentrer dans le moindre détail, on aurait déjà terminé. Donc on va s'arrêter sur cette simulation-là. Alors, déjà, on a fait quelques choix pour cet échange, Sophie. Pour le moment, c'est un seul gros bloc parallèle. On va venir rajouter quelques éléments. Sophie, on a fait des choix notamment sur les deux personnages, Charles et Stéphanie, qui sont ici présents. Est-ce que tu peux nous en dire Oui. davantage? Qu'est-ce qui caractérise ces deux Oui, alors personnages? on a souhaité en fait mettre volontairement en scène des personnages ayant des caractères très différents. Mhm, Donc, pour reprendre un terme qui est souvent utilisé en psychologie, on peut dire qu'ils ont des besoins psychologiques très différents. Alors d'un côté, on a Charles qui est plutôt une personne qui a besoin d'être rassurée par le respect du planning, les objectifs qu'il s'est fixés, enfin, s'en tenir aux objectifs qu'il s'est fixés. Il est très sérieux dans son travail. C'est quelqu'un de responsable, qui a le sens du devoir et lorsqu'il va être stressé, il va paraître assez rigide. Il va avoir tendance à contrôler de manière excessive son environnement, ses collègues. mhm, Et voilà, ça peut le mener à sacrifier son bien-être et aussi celui de ses collègues, comme on a pu le voir. mhm. Euh, donc pour faire passer la réalisation de ses objectifs, en fait, avant toute chose. Tout Et à puis fait. de l'autre côté, on a Stéphanie, qui est une personne faisant tout autant preuve de sérieux dans son travail, mais elle ne va pas avoir les mêmes besoins. Elle va avoir besoin, elle ne supporte pas les réunions qui s'éternisent, par exemple. Elle aime être dans l'action. Elle s'épuise mentalement si le contexte est trop austère. Mhm, Et s'il n'y a pas de moment de plaisanterie ou de fantaisie qui va venir alléger l'atmosphère. mhm. Donc les Donc, deux profils sont presque d'où opposés cette sur cette mise en scène. situation. Ouais, Exactement. Alors pourquoi est-ce c'est que ça ça. s'envenime ici justement? Là, ça s'envenime parce que là, finalement, chacun est centré uniquement sur ses propres besoins. Mhm. Il n'y a pas d'écoute entre les deux collègues. Ils ne sont clairement pas en situation d'empathie les uns envers les autres. D'accord. Bah justement par rapport à ça, c'est exactement ce qu'on va vouloir faire comprendre à notre apprenant dans ce scénario. Alors pour faire comprendre ce scénario, on va le traiter en plusieurs étapes et je vais venir le faire avec vous dans le graphe. Parce que la réunion n'est que l'illustration principale de la situation qu'il faut améliorer, qui va être une situation d'étude. On va commencer déjà par introduire, avant cette réunion, une première scène. Je vais venir rajouter. Et dans cette scène, on va introduire un personnage d'ami. Alors, on a quel décor vais-je prendre? J'aimerais être voilà, un décor assez informel et je vais venir positionner l'ami dedans. Alors ce personnage de l'ami, c'est un peu ce que j'ai choisi moi ici pour accompagner l'apprenant dans la simulation. Le concept général, c'est qu'il va venir permettre à l'apprenant d'avoir une posture réflexive pour analyser cette réunion. Donc on va le voir au début, ça va être notre introduction. Et on va également la voir à la suite de la réunion pour faire un pseudo feedback sur voilà, quel a été ton ressenti vis-à-vis de cette réunion, comment tu l'analyses toi. Donc ça va être voilà, un premier débriefing. Et ce que je trouvais intéressant et qu'on va pouvoir illustrer ici dans notre scénario, c'est que à la suite de ce premier débrief, ce serait très intéressant si on pouvait en savoir davantage sur ce que pensent les personnages. Avant qu'on passe à la deuxième phase d'une formation sur l'empathie, on veut vraiment comprendre les postures de chacun dans cette situation et savoir ce qu'on aurait pu penser autrement. Parce que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, même, que j'aime beaucoup dire. On a souvent tendance à réagir face à une situation, alors que il est très souvent possible d'adopter ce que j'appelle une pensée alternative, qui peut être positive et qui peut être, par exemple, de tout simplement prendre en compte les besoins psychologiques de la personne en face de nous. Alors, ici, en fait, ce que je vais vouloir faire, c'est faire en sorte que depuis le débriefing, on puisse aller voir une réunion dans laquelle on va avoir des informations supplémentaires sur ce que pensent les deux participants qui sont en train d'entrer dans une situation de conflit. Ensuite, on viendrait revenir dans notre scène de débriefing et ensuite on atteindrait une conclusion. Et cette conclusion, ça pourrait être dans un premier temps pour nous aujourd'hui une scène dans laquelle ils résolvent leur conflit de façon amicale en faisant preuve d'empathie justement. On va être d'abord dans le décryptage de ce qui s'est passé avant de passer à la suite.
Alors, je vais remettre une scène. Et dans cette scène, je vais aller chercher, pour le coup, une salle de détente. Qu'est-ce que j'ai comme salle de détente? Comme ça. Prendre celle-ci. Voilà, les deux personnages, Stéphanie et Charles. Peut-être même que je peux rajouter le personnage ami ici. Ce sera notre conclusion. Et ça, ce sera la structure générale de notre projet, telle qu'elle va se faire. Alors, on va se poser un petit peu la question maintenant, Sophie, de qu'est-ce qu'il se passe et pourquoi est-ce qu'on a choisi cette structure-là dans notre scénario. Voilà, on a plusieurs personnages, le personnage de l'ami, les deux personnages qui sont antagonistes, et on a plusieurs phases dans la réflexion. Alors, dans l'introduction, oui, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. D'accord. Dans l'introduction, on a deux choses à faire en général. On a présenté les objectifs pédagogiques de façon à ce que l'apprenant sache où il va. On a également à présenter la situation. Et en fait, dans notre situation ici, notre amie nous raconte ce qu'elle a vécu. On a la chance d'être en formation, donc de pouvoir, enfin, en formation digitale, en plus de pouvoir donc représenter toute forme de situation. Elles n'ont pas besoin d'être à 100% réalistes. Là, l'idée générale, c'est que notre amie va nous présenter une situation, nous expliquer une situation de conflit qu'elle a vécue. On va la vivre, on va revenir dessus, et notre ami va nous demander d'avoir une vision un petit peu plus profonde de ce qui se passe, avec plus d'informations sur ce que les personnages pensent. C'est notre rôle un petit peu d'apprenant avec des super pouvoirs, parce qu'on va pouvoir retourner dans la scène de réunion, mais cette fois-ci, il y aura des informations supplémentaires sous forme de bulles de pensée qui vont apparaître. Ça va donner une deuxième approche de ce qui se passe. Ces bulles de pensée, on va les faire apparaître au fur et à mesure. Oui. Non, j'allais dire oui, c'est tout à fait ce que tu es en train de dire. Et ça va donner ça va permettre de valoriser l'apprenant et puis de le mettre dans une posture où il est acteur de la résolution. Exactement. La résolution du problème. Supplémentaire. Alors, moi, j'accorde beaucoup d'importance à la scène qui est entre les deux représentations de la réunion ici, puisque c'est ce personnage-là qui va finalement avoir le rôle central pour guider l'apprenant vers une montée en compétences. C'est-à-dire, c'est lui qui va potentiellement lui poser des questions. On verra comment faire ça à la fin du rendez-vous. C'est lui qui va orienter, qui va expliquer éventuellement les postures qu'on va avoir. Mais avant tout, il y a des choses qu'on peut faire, notamment dans la réunion qu'on vient de voir, pour l'améliorer. Je vais revenir à l'intérieur de notre réunion, parce que là, pour le moment, on a simplement un bloc parlé, et c'est simplement des personnages qui se parlent, on a rajouté quelques émotions, mais on peut faire davantage de choses. Alors, par rapport à l'empathie ici, par rapport à la mise en scène de cette situation, Sophie, toi, qu'est-ce que tu as l'habitude de faire pour améliorer une situation comme ça? Alors déjà, on va travailler sur le choix des personnages, puis on va essayer de les incarner, de leur donner des postures. Donc en général, ce sont plutôt des archétypes. On va chercher à confronter l'apprenant à une situation typique et particulièrement difficile à gérer, voilà, qu'on aurait identifié au préalable. Donc en conjuguant finalement l'apparence physique du personnage, ça va être son visage, sa morphologie, puis sa tenue, et puis aussi des traits de caractère, une manière de parler, sa prosodie. Là, on va pouvoir créer des personnages qui pourront paraître plus ou moins sympathiques voilà, plus ou moins sympathiques à l'apprenant, et puis qui pourront provoquer facilement de l'empathie, ou au contraire être plutôt antipathiques, sachant que finalement on veut développer l'empathie avec tout type de profil, hein, pas seulement avec des gens sympathiques. Donc ça peut être un parti pris de créer aussi parfois des personnages antipathiques, traîner volontairement sur des cas difficiles. Tout à fait. Donc là, oui, ce serait l'étape où je choisirais bien mes personnages en fonction de ce que je veux faire, coller à la réalité aussi. C'est ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a préparé ces personnages-là pour ce scénario-là, parce que l'apparence finalement de Charles qui est ici à l'écran, on a choisi, on a regardé dans le catalogue lequel correspondrait mieux au profil qu'on avait en tête. Et même chose,
pour Stéphanie, on s'est dit, c'est un personnage qui va déployer beaucoup d'énergie, qui va être dans l'instant, dans l'action, et on voulait associer un physique avec le personnage qu'on voulait représenter. Donc ça, c'est nos personnages qu'on a choisis. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur leur apparence? Pourquoi on les a choisis comme ça? Oui, alors Charles, on va dire, c'est ce que je décrivais plus ou moins tout à l'heure. En fait, c'est Mhm. quelqu'un voilà, qui va avoir un côté très sérieux. Comme je dis, c'est un archétype, hein. Bien sûr que Tout le monde n'est toutes pas. les personnes sérieuses ne sont pas forcément habillées comme cela, mais on a voulu lui donner cette apparence, voilà, très nette. Et puis c'est quelqu'un qui va devenir après, on va dire, assez cassant. Donc Mhm. là il a une apparence assez classique, parce que c'est Stéphanie, donc qui aime rigoler, qui aime. On a choisi un personnage qui a l'air sérieux, mais qui a les cheveux teints. Donc déjà, on sent qu'elle a une propension déjà un peu plus à être De la créativité, peut-être. bon. Voilà, c'est ça. Mais bon, Ok, donc ça reste des archétypes dont on encore une fois, personnage. on force le trait. Ça ne veut pas forcément dire que dans la réalité, ce sera comme ça. Mais Tout à fait. Alors même, j'aurais tendance à dire, si je faisais un parcours de formation complet sur l'empathie, que lors de la mise en pratique, on viendrait peut-être détailler des profils différents de caractères plus ou moins empathiques sur diverses variantes. Alors, je suis pas moi expert sur le sujet de l'empathie, mais je ferai appel à un expert pour être capable d'avoir cette distinction-là, pour que dans ma formation, mon apprenant puisse traiter toutes les situations. oui, tout à fait. De toute façon, c'est un choix qui est fait en étroite collaboration avec les clients. Mhm, tout à fait. Alors, donc premier point, en effet, l'apparence des personnages, et tu parlais de la diction. Mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est séparer les phrases, parce que là, on a un seul bloc parlé, et potentiellement, il va y avoir des moments de pause entre les différentes phrases. Oui, c'est ça. On va pouvoir jouer sur le rythme. On va pouvoir insérer aussi des émotions. Mhm, Donc, on va avoir des blocs pour créer, aussi bien pour les émotions faciales que pour les postures. Donc, on va pouvoir simuler, par exemple, de l'agressivité, de la peur. Et le but, comme je disais tout à l'heure, c'est d'apprendre aussi à repérer ces indicateurs non verbaux qui vont venir accompagner le discours. tout à fait. Alors, comme indicateur non verbaux, là, j'ai l'impression que dans notre scène, ça peut être intéressant, par exemple, au moment où Stéphanie dit, enfin, elle souffle, elle dit c'est pas vrai, on pourrait tout à fait penser qu'elle se prenne la tête. Ça peut être un, Oui, un bonne mouvement idée. qu'on peut distinguer. Et là, en fait, on va utiliser le bloc animation pour le faire. Un peu d'espace placé. Et dans le bloc animation, je vais venir choisir Stéphanie, et elle peut, voilà, on va regarder quelques animations. Ça peut fonctionner, mais on a se prendre la tête aussi ici. C'est peut-être un peu exagéré. C'est en bas. Alors, je pense que le mal de tête ici est le plus pertinent par rapport à notre demande. Donc, on a celui-ci. Là, si je le joue, là, on va avoir un fonctionnement qui va être légèrement différent. Ça peut être subtil parfois de jouer sur les émotions, de jouer sur les animations, mais ça participe au réalisme. Alors, je voulais ajouter aussi que dans notre cas, on ne va pas pouvoir, euh, comment dire, remplacer tout ce qu'on pourrait faire en présentiel. Parce que tu en penses, Sophie, est-ce que c'est quelque chose qui t'est souvent demandé? Oui, oui, bien sûr, on peut travailler l'empathie avec une simulation, mais le présentiel est complémentaire. En fait, on va travailler sur des aspects beaucoup plus fins. Et par exemple, si on veut travailler sur le fait de poser sa voix, ça, c'est Mhm. quelque chose clairement qu'il va falloir faire en présentiel. Oui, Donc, mais par contre, on va donner des bonnes pratiques. On va pouvoir entendre des voix aussi dans le module qui vont nous préparer finalement à avoir de bonnes pratiques. tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas entendre dans l'audience. On n'a pas les voix ici. Et on a la chance dans le VTSeater de pouvoir importer des voix de studio, donc des voix d'acteurs professionnels. Sur des sujets aussi fins que l'empathie, ça va vraiment nous donner une valeur ajoutée supplémentaire. On peut travailler le Ah discours oui,
Oui, oui, Sophie, tu voulais Non, non, réagir? pardon Nicolas, je t'en prie. Oui, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup travailler et faire appel à des studios. Est-ce que toi, Sophie, tu as eu l'occasion de le faire par le passé? Oui, oui, je le fais régulièrement. Encore en ce moment, je suis sur un projet justement qui demande une vocalisation très fine où on va choisir les acteurs en fonction de leur caractère. Ce qui va Mhm. être aussi important, c'est donc de choisir évidemment les bons acteurs, mais aussi de bien savoir les guider. Donc au moment où on va finir d'écrire les textes, on va les exporter pour les faire vocaliser par personnage. Et ce qui va être important pour nous, c'est de bien noter à côté de chaque texte les didascalies Mhm. pour pouvoir guider le jeu d'acteur. Donc ça peut être pour dire le personnage est agressif. Donc on va dire par exemple il parle fort, il parle vite. Au contraire, tel personnage est inhibé, il n'arrive pas à s'exprimer clairement, il va parler lentement avec un volume faible, il va être hésitant. Donc tout ça, c'est des choses qui vont être extrêmement importantes et qui vont apporter du réalisme à la simulation. Donc c'est vraiment une étape, comme tu le disais, j'allais totalement dans ton sens, à soigner énormément, particulièrement sur ce type de projet. Ouais, tout à fait. Dans VTS Tutor, on se pose souvent la question, est-ce que c'est important de passer par des voies de studio ou est-ce qu'on préfère rester en voie de synthèse? Les voies de synthèse sont excellentes parce qu'on peut gagner du temps et à un certain moment, elles suffisent. Mais sur un sujet comme l'empathie, on a vraiment envie de pouvoir profiter de, de la capacité d'avoir des vraies voix derrière pour exprimer des émotions, véhiculer des non-dits à travers le langage, des choses comme ça. C'est ça, travailler aussi sur les silences, ça peut être Mhm. important. On parle beaucoup de la voix, mais finalement, le rythme va donner aussi la crédibilité. Et puis, finalement, un module réussi, pas dire que s'il n'y avait pas l'image, ça, voilà, s'il est crédible et qu'il est très bien vocalisé, on peut fermer les yeux et on va quand même ressentir toutes les tensions Mhm. qu'il peut y avoir, ou au contraire l'empathie. Enfin, voilà, j'insiste encore sur cette étape, hein. Ouais, je suis assez d'accord avec ce constat-là, qui est qu'un module qui est bien sonorisé va avoir beaucoup plus d'impact qu'un module dans lequel on n'a pas de son et qui n'est que visuel. Pour le coup, Ouais. euh, de notre expérience, il y a vraiment quand on a à la fois travaillé le visuel et à la fois travaillé le son, et vous allez vous en rendre compte quand vous allez au cinéma, la bande son c'est super important. Le même film avec, enfin sans le son n'a plus aucun sens. Et c'est en fait la même chose dans la dans la formation, surtout sur des sujets de fond comme celui-ci. Alors pour revenir sur notre scénario, on a notre structure ici qui est faite, notre réunion, on a ajouté quelques pauses, on a ajouté une animation, il y a des émotions qui sont déjà choisies pour les personnages, c'est dans le bloc parlé. On va venir introduire, alors pour l'introduction ça va être très simple, ça va être de, de l'introduire avec des blocs parlés. Voilà, je vais le faire rapidement, c'est pas l'objet ici. Je vais dans une réunion, c'est très mal passé. Voilà, on a un petit artifice scénaristique ici. Le personnage décide de raconter et ensuite on arrive dans la réunion. Même chose après la première réunion, on va vouloir positionner l'apprenant dans une phase pseudo-réflexive et donc on va lui faire un feedback sur, sur les personnes qui viennent de parler, simplement pour lui donner des clés de décryptage de ce qui s'est passé. Là, tout le travail, finalement, se fait dans le choix des textes du personnage qui va nous parler, mais également dans le choix des questions. Euh, si tu avais quelques conseils à nous donner, Sophie, sur le choix des questions qu'on va poser à l'apprenant. Alors là, dans cette situation en particulier, on veut lui demander on veut lui poser une question, par exemple, pour prendre son ressenti sur la situation. Qu'est-ce que tu préconiserais de faire? Pas forcément la question, mais et en préconisation générale. En général, oui, on va travailler plutôt sur l'écoute active et puis on peut travailler enfin, il y a différents leviers dans l'écoute active sur lesquels on peut travailler. On va avoir
travailler sur les questions, on va travailler sur l'information, la reformulation. Donc voilà, l'objectif, ça va être de créer des interactions qui vont être personnalisées et puis d'adapter le discours. Tout à fait. Alors là, on va avoir une construction en 2 étapes. On va d'abord venir retourner dans la scène de réunion dans laquelle on va venir ajouter des bulles de pensée au fur et à mesure. Et ensuite, on va revenir ici pour faire une dernière analyse de ce qui s'est passé et potentiellement poser une question avant de conclure. Savoir que l'objectif général de ce scénario, c'est on est avant une phase d'apprentissage et d'entraînement. On est pour illustrer des postures non empathiques et trouver des moments où justement on pourrait améliorer la communication avec l'utilisation de postures empathiques ou de savoir-faire de l'empathie. Donc je vais commencer d'abord par ici, continuer à engager l'apprenant, et là je vais l'engager avec un autre artifice scénaristique qui va être de dire toi apprenant, toi qui as une bonne vision, qui a toujours une vision de ces choses-là, on devrait imaginer ce qu'il pensait. Voilà. Et là, en fait, on va tout de suite aller dans la salle de réunion avec les pensées. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ma première réunion, parce que j'ai fait quelques modifications, je vais remplacer celle-ci. Et on va venir insérer dans cette réunion-là des bulles de pensée. Alors ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Voilà, on va pouvoir exprimer ce que les personnages pensent. Je vais vous relire, vous montrer la situation pour qu'on le fasse ensemble. Que pense chacun des personnages? Sophie, tu peux m'aider aussi sur le sujet. Que pense chacun des personnages pendant cette conversation? Alors déjà, rien qu'au tout début, Charles, lui, ce qu'il pense, c'est qu'il est en retard et qu'il a absolument besoin de terminer son travail. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on va noter. Ouais, c'est ça. Comme je disais, il est très attaché à la tenue du planning, donc Voilà. c'est une situation très stressante pour lui. Et Stéphanie, de son côté, qu'est-ce qu'elle pense par rapport à cette situation? C'est que, en fait, Charles lui fait tout le temps ça. Ou potentiellement que on n'est pas productif. Alors comment est-ce qu'on va le représenter? On va utiliser des zones cliquables ici. Faire. L'idée c'est qu'on a préparé une bulle de pensée. Voilà, qui est déjà là d'ailleurs. Je suis sacrément en retard sur le planning. Ça, c'est ce que pense Charles au début. Je vais le faire apparaître en 0,5 secondes. Et je vais vouloir le faire disparaître un petit peu plus tard, potentiellement par ici. Voilà. Donc là, si je joue ça, j'aurai une bulle de pensée qui va apparaître avec le texte que j'ai choisi. Et après, ça va venir disparaître. Donc, des bulles comme ça, c'est des choses qu'on peut utiliser. Alors là, on a choisi de représenter une bulle de pensée. On peut tout à fait illustrer énormément d'informations supplémentaires de la même façon avec des zones cliquables. C'est quelque chose qui vient servir la pédagogie, qui vient servir l'empathie. On pourrait penser à des astuces de gamification qui viendraient arriver. On pourrait penser d'ailleurs à ce qu'on pourrait faire dans d'autres simulations. On aura par exemple l'occasion dans la suite d'un parcours de formation sur l'empathie de mettre en pratique des techniques de reformulation ou d'écoute active. Et par moment, on aura envie de jauger un petit peu notre interlocuteur. On peut avoir des indicateurs visuels de la même façon qui viendraient illustrer ce que ressent l'interlocuteur ou notre degré presque de synchronisation avec lui. Alors, continuons. Qu'est-ce qu'on veut ajouter d'autre comme pensée? On va en ajouter une autre pour Stéphanie dans la suite. Donc là, par exemple, Stéphanie, toi, qu'est-ce que tu aurais tendance à faire en termes d'illustration visuelle, Sophie, dans des cas comme ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement? Oui, alors les bulles,
c'est vrai que c'est un artifice qui fonctionne bien. Ça permet effectivement de s'arrêter un moment sur les pensées de chacun, de comprendre voilà, qu'on est tous différents. Donc oui, c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé dans des situations on va dire, comme celle-ci pour l'empathie. En termes de structure scénaristique aussi, j'avais pu faire par exemple jouer des personnages. Donc on joue à la première personne, l'un des personnages étant en conflit, et puis Mhm. après on peut aussi se mettre dans la peau de l'autre personnage. Donc là, ça va obliger l'apprenant finalement à réfléchir à l'état d'esprit finalement de son interlocuteur. Donc c'est aussi quelque chose qui peut fonctionner. Tout à fait. Après, Alors, c'est pas ce qu'on a décidé de faire, mais oui, alors mm. ça, c'est vrai que si on avait eu un peu plus de temps, on aurait pu creuser un petit peu cette même situation en rajoutant deux scènes. Alors, pour arriver à la conclusion, finalement, il faut qu'ils se soient parlé. Il faut qu'ils se soient mis dans des postures empathiques chacun. Et ça aurait été très Oui, intéressant de mettre l'apprenant dans ces situations, à la fois peut-être dans la peau de Stéphanie, puis dans la peau de Charles ou l'inverse, ou de son propre choix. Et on viendrait finalement jouer une situation dans laquelle on aurait des choix pour se mettre dans une situation, dans une posture qui est plus voilà, à l'écoute des besoins de l'autre. C'est ça que tu avais en tête, Sophie, ici? oui, tout à fait. Ouais, c'est exactement ça. Mm. Euh, Là, le rôle aussi de l'ami, donc c'est quelqu'un qui va venir nous questionner. On peut aussi imaginer une amie qui serait une confidente. Donc ça pourrait aussi permettre de nous confier. C'est plus facile de se confier à une amie. Et on pourrait de cette façon expliciter finalement ce qu'on a ressenti lors du conflit Mhm. et inverser la situation et voir aussi ce que la personne qui est, euh, par exemple, la personne qui a été agressée aussi a vécu, comment elle a ressenti la situation. Et l'ami peut aussi avoir un rôle de conseil. Ça peut être aussi la personne sachante. Donc là, Tout c'est à elle qui fait. fait appel à nous pour savoir, mais on peut imaginer des tas d'autres situations où on va renverser voilà, cette posture. C'est vrai, on va revenir sur l'ami juste après. Je veux juste terminer une ou deux bulles de pensée supplémentaires. On va pas toutes les faire, mais vous comprenez le concept ici. Euh, on veut représenter ce que pense chacun pour que on voit qu'il y a des non-dits et il y a des choses qui expliquent pourquoi il s'énerve ou se comporte de la façon dont il se comporte. Là, encore, c'est combien de temps est-ce que ça va encore durer? C'est pas possible. Voilà, elle sort mieux concrètement. Et Et ensuite, il y a une dernière chose qui peut être intéressante, c'est que le personnage de Charles, lui, peut se sentir agressé personnellement ou attaqué dans son professionnalisme, ce qui n'est pas forcément le cas ici, mais il peut le penser. Et donc là, on viendrait représenter d'autres bulles de pensée de cette façon-là. Je vais revenir sur le débriefing parce qu'on va y retourner du coup une deuxième fois ici. Et là, on a un artifice en plus qu'on veut mettre, qui est que la deuxième fois qu'on arrive sur ce débriefing, on ne veut pas avoir exactement la même chose. On va mettre un compteur. Et on va y venir. Voilà. Et voilà. Tu disais par rapport à ce personnage de l'ami, quel est son rôle d'un point de vue pédagogique selon toi? Là, dans ce scénario, Mhm. elle va venir questionner finalement. Ça peut être aussi, il me semble, hein, dans ce que tu as conçu, un rôle d'ingénu finalement qui va venir nous interroger sur nos comportements, sur le comportement aussi de la personne qui était en face. Et comme elle a un rôle assez neutre, elle n'est pas partie prenante finalement, elle a pas ressenti forcément ses émotions, même si elle assiste à la scène. Euh, oui, elle va venir forcer cette posture réflexive et Oui. voilà. Toi, comment tu l'as perçu de ton côté quand tu l'as créé Alors, également? c'est Est-ce que exactement ça. c'était C'est-à-dire que ce personnage de l'ami, c'est un personnage qui va guider notre apprenant tout en restant assez neutre pour lui apporter une forme de miroir pour pouvoir faire un jeu de ping-pong pour accompagner la réflexion de l'apprenant et le pousser à monter en compétence, à se poser les bonnes questions. Voilà. C'est vrai ouais, que c'est ça, les deux personnages se sont comportés. Euh,
de façon un peu brusque. Et je poserais bien une question à l'apprenant à ce moment-là. Toi, à la place de Stéphanie, par exemple, qu'aurais-tu fait? Hop. Et là, on peut poser des questions, c'est ça qui est intéressant avec une phase de réflexion comme ça. Et on peut proposer plusieurs choix. Roger sur la... Ouais. Alors là, le choix qui peut être intéressant, ça va être tout de suite de rebondir sur ce qui s'est passé dans la réunion et ce qu'on pourrait changer dans les postures. Oui, alors Sophie, je veux bien que tu continues à parler. Je crois qu'on a un petit problème de contact, on n'entend plus ce que tu dis. Allô, Sophie? Ah, pardon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, c'est mieux, c'est Oui, revenu. vous Tout à m'entendez? fait, tout à fait. Je t'entends. On a Est-ce que été tu coupé. m'entends, Nicolas? C'est revenu, d'accord. Ah, très bien, Voilà, donc tu avais peut-être quelque d'accord. chose à rajouter sur ce qui aurait pu améliorer la situation de conflit qu'on vient de voir. Ah oui, en fait, j'étais en train de rebondir sur ce que tu disais sur le Mhm. questionnement, en fait, et Oui. les choix de phrases. Souvent, on a ce questionnement de la part de nos clients de dire comment finalement on va pouvoir créer des choix de phrases pertinents sans que ça soit trop évident finalement Mhm. de choisir. Donc on va travailler souvent sur la forme en fait, sur les éléments verbaux en donnant plusieurs choix de phrases qui Mhm. peuvent vouloir dire la même chose finalement, mais qui vont être formulées de manière enfin, légèrement différente. Voilà. Donc on Il est y dans aura vraiment de la la nuance. nuance, ouais, c'est ça. C'est ça, il faudra vraiment faire des choses très nuancées pour que ce soit pertinent. Donc, Mhm. on va avoir des formes négatives, par exemple, sur certaines phrases, même si les phrases se ressemblent beaucoup. Euh, Certains mots frustrants qui peuvent venir se greffer dans le, dans les phrases Mhm. et qui finalement vont venir contrarier l'interlocuteur et qui vont, voilà, ces mots frustrants peuvent avoir un écho et déclencher un ressenti favorable finalement, ou amplifier, raviver une situation. Donc, voilà, c'est des petites choses comme ça, c'est des paramètres sur lesquels on va jouer pour créer des choix de phrases suffisamment pertinents. Et au contraire, dans les bonnes réponses, on va essayer de glisser plutôt des attitudes d'utilisation de mots renforçants pour l'interlocuteur. Mhm. On va faire ressortir, par exemple, quand je dis renforçant, c'est le fait de faire ressortir tous les aspects positifs du comportement de notre interlocuteur, voir qu'on est à l'écoute. Mhm. Donc ça peut être bon, son comportement, ses actions, ses propos. Essayer de trouver de manière sincère toujours voilà, ce qu'il y a de meilleur finalement chez notre interlocuteur, même s'il est différent. Donc, Tout à fait. Alors on va dans jouer cette là-dessus sur les situation bonnes formulations. en particulier, si je reviens sur des échanges qui ont eu lieu dans la réunion, par exemple, on a Stéphanie qui souffle, euh, qui, euh, qui se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Ah, je ne sais pas si. T'as pas entendu la question? Déjà, si elle veut être Ah, on est coupé. Sophie, alors c'est peut-être de mon côté. déjà les Alors je veux bien que tu répètes ce que tu as dit parce que je ne l'entendais pas. mais de mon côté aussi, j'entends pointiller. Ok, donc on a quelques petits problèmes de connectivité. On va D'accord. espérer que ça se résolve. Déjà, pour les rendre plus empathiques, on peut pas la perception. Mhm. Est-ce que tu m'entends, Nicolas? Est-ce que vous Ouais, m'entendez? tout à fait. Alors on a eu une petite coupure de notre côté. Je m'excuse auprès de l'audience. Ça peut arriver dans ces moments-là. Oui. Ouais. Voilà, ça fonctionne très bien côté audience. C'est probablement moi qui ai un souci. Donc, vraisemblablement, ce n'est que chez moi. On parlait du coup des postures que pouvait prendre Stéphanie ou Charles dans ces situations-là. Et c'est vraiment ce qu'on va pousser pour la prochaine phase de l'apprentissage de l'empathie ici.
Donc, quand on va vouloir faire apparaître en posture réflexive, Oui. faire avancer, faire progresser l'apprenant, c'est là qu'on va pousser le questionnement de chacun des personnages. Donc ici, à la place de Stéphanie, qu'aurait-on fait? Voilà, une des bonnes réponses pourrait être de se mettre à la place de Charles. Ça, on peut l'inviter déjà lors de ses formulations à parler plutôt de ses actes, déjà d'éviter de le juger. Hmm. Ça va être important aussi, avoir une posture qui ne juge pas, parler plutôt des actes plutôt que de la personne. Il faut aussi que chacun évite de se culpabiliser, de culpabiliser son interlocuteur, en lui laissant penser voilà, qu'il agit mal, qu'il ne sait pas, ou qu'il est en train de dégrader la situation. On va avoir une posture un petit peu plus ouverte, plus empathique. Je vais le noter. Savoir reconnaître, comme je disais tout à l'heure, voilà, toutes les qualités finalement de l'autre. Essayer de se concentrer aussi sur ce que l'autre a de meilleur finalement dans son attitude. Quelque chose qu'il ne faudrait pas faire, c'est vraiment choisir, c'est la faute de Charles. C'est ça. Il fallait qu'il s'organise mieux. Et là, on pourrait faire des feedbacks qui sont vraiment différents en fonction de ça. Et là, ce que tu viens de me dire, je veux bien que tu me le répètes, parce que c'est exactement ce qu'on veut avoir dans cette situation-là. C'est un échange de façon à faire se poser les bonnes questions à l'apprenant. Donc, par exemple, sur le cas de l'empathie ici, se mettre à la place de Charles, ne pas blâmer. Voilà, parler des actes. Alors, je parlais de la construction du scénario avec les choix de phrases, de savoir créer des choix de phrases. On peut aussi travailler en deux étapes, c'est-à-dire travailler déjà avec une partie quiz pour travailler sur l'intention que vous voulez faire. Par exemple, bon là, c'est peut-être pas pertinent dans le scénario, mais je pense à des scénarios sur le thème médicaux sur lesquels j'ai travaillé. On va par exemple s'interroger sur le fait de garder le silence ou de parler. Déjà, on peut déjà commencer à orienter, savoir ce qu'on veut faire à tel ou tel moment. Parce que le silence va pouvoir, dans certains cas aussi, permettre de débloquer des situations, de laisser parler une personne. Donc, c'est aussi une technique lors de la construction de vos graphes qui peut être intéressante. De commencer par raisonner par intention avec un bloc quiz et puis après d'affiner. D'accord, vous voulez parler à tel endroit, donc qu'est-ce que vous allez dire et après de faire des choix de phrases un petit peu plus précis, tout en nuance. Des choses comme ça. Et pour amener à la conclusion de ce scénario, on va dire tout à fait, il sera très intéressant de voir comment cela va se résoudre plutôt. Se résoudre, oui. On pourra jouer notamment moi, je m'intéresserai. Là, je peux au contraire faire que l'ami adopte une posture un peu plus active en disant, en proposant le bon choix, la bonne course d'action. Yes. Yes. Je m'intéresserai au non-dit. Non-dit. Et j'essaierai de comprendre pourquoi mon interlocuteur se comporte comme il le fait. Je crois que c'est voilà, c'est une erreur. Et donc la conclusion de notre scène ici, dans ce premier but, on veut illustrer ce qui se passe quand ça s'est résolu, c'est-à-dire ils ont écouté et finalement ils vont venir s'excuser l'un et l'autre. Donc là en l'occurrence, nous, c'est assez simple.
on va les représenter. Et contrairement à la scène précédente dans la réunion dans laquelle ils avaient des émotions plutôt de doute ou de colère, là, dans la roue d'émotion, on voit elle est en indécision. C'est des choses qu'on choisit. Est-ce que toi, t'es d'ailleurs, Sophie, Oui. est-ce qu'il y a des émotions que tu utilises plus que d'autres pour véhiculer des postures ou des impressions particulières? Oui, alors dans les émotions négatives, oui, on a parlé tout à l'heure de tout ce qui était agressivité, peur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut quand même simuler dans VTS Editor. Mhm. Là, dans cette scène-là, donc on va avoir une attitude beaucoup plus positive. On va Ouais, tout à fait. mettre des émotions, des sourires. Alors attention quand même avec la roue des émotions, en Mhm. général, ne pas forcer, choisir quand même d'être en nuance toujours aussi quand même dans ces émotions. Parce que le niveau 3, on a trois types Ouais, d'émotions hein, pour chacune. À 3 niveaux pour chaque émotion. Le niveau 3 à utiliser avec parcimonie. tout à fait. D'ailleurs, il y a quelque chose qui change à partir du niveau 2 dans VTS Editor. On a tout le système d'animation dans VTS Editor qui est complètement lié aux émotions. On a des animations qui sont émotives, qui vont représenter les émotions qu'on a dans le scénario. Euh, donc, par exemple, Ouais. tu vois, les émotions qu'on va mettre en joie, à partir du joie 2, ce sera différent. Du colère, ce sera différent. Et donc, ce qu'on va pouvoir représenter ici, c'est que le non-verbal des personnages va venir s'adapter aux émotions qu'on a choisies. C'est quelque chose que tu utilises toi, Sophie, de ton côté. Oui, oui, tout à fait. Et puis coller aussi on va dire des postures et bon, il y a les émotions faciales et aussi les postures en fonction du caractère et de la scène. Là, on parlait tout à l'heure du personnage de Charles. Vous pouvez imaginer effectivement qu'il avait des mouvements plutôt secs. Ça va être accompagné par un ton de voix qui le sera aussi. Et puis il pourra avoir des mouvements un peu plus vifs et saccadés lorsqu'il est en colère, et puis au contraire plus relâchés lorsqu'il se sera calmé. Mm, tout à fait. Ouais, le personnage de Stéphanie, je l'avais imaginé un peu plus avec une posture un peu plus relâchée et aussi animée lorsqu'elle est en colère avec des mouvements des grands mouvements de mains, de bras, avec des mains en position haute. Donc ça correspond aussi à son caractère, Tout à fait, qu'on tout à l'a fait. imaginé. Exactement, exactement. Alors, pour ce premier scénario sur l'empathie, c'est ce qu'on voulait montrer dans un premier temps. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter, toi, Sophie, par rapport à l'empathie, par rapport à ce scénario ou un parcours qu'on viendrait travailler? Alors, si on est dans un parcours, là on a travaillé sur la partie pré-learning. Mhm. Ensuite, on viendrait, comme j'ai dit tout au début, plutôt travailler sur la partie pratique. Donc, on a commencé un petit peu de le faire, mais sur l'écoute active, sur la reformulation. On peut travailler aussi sur tout ce qui est questionnement, la manière de questionner. Est-ce qu'on va choisir plutôt des questions ouvertes, Mhm. des questions fermées, sachant que chaque type de question va, selon le contexte, avoir un intérêt ou au contraire va fermer la discussion. Donc, par exemple, sur les questions ouvertes, ça va nous permettre de faire parler librement l'interlocuteur, de recueillir des informations. Et puis, on va pouvoir aussi, quand je dis information, ça va être sur le contenu, la manière dont est délivré le message. Et les questions fermées, ça, c'est quelque chose que j'ai davantage vu dans des situations. Alors, ça peut être dans des situations commerciales ça peut être pour, d'une manière générale, obtenir des réponses courtes, précises, et puis aussi pour gérer des situations d'urgence, de détresse. Comment on va avoir des personnes inhibées qui ont du mal à parler. Donc là, ces questions fermées, ça permet aussi de bloquer les choses. Donc des scénarios On qui n'est peuvent pas être très seulement. différents, Oui, qui peut être très c'est ça. différent en fonction du contexte. C'est ça l'idée. On a pas mal de choses à tester. À quoi pourrait ressembler un scénario, par exemple, sur lequel on traiterait de la reformulation?
La reformulation, alors on pourrait travailler sur la reformulation, sur différents aspects de la reformulation. Là, on va être dans des techniques de communication. Bon, si j'emploie des termes techniques, on peut considérer qu'il y a trois types de reformulation. On a ce qu'on appelle la reformulation en écho. Donc là, ça va être le fait de répéter ce qui vient d'être dit, simplement pour pouvoir montrer à notre interlocuteur qu'on a entendu ce qu'il est en train de dire, et puis ça permet de vérifier l'information, de savoir que ce qui a été dit est juste, qu'on a bien compris. On a aussi ce qui est la reformulation en reflet qui va concerner en fait la pensée, le ressenti, et qui va induire une sorte d'auto-exploration en fait de la personne. Et puis un autre type de reformulation finalement qui arrive plutôt à la fin pour s'assurer, comment dire, pour réexprimer finalement de manière globalisante ce qui a été dit. En fait, on va vérifier la compréhension globale. Voilà, c'est ça, de l'ensemble des faits, de la pensée de son interlocuteur. Donc, on va faire un résumé, en fait. Et donc, on pourrait travailler ces trois types de reformulation, par exemple, dans un scénario qui viendrait reprendre la situation qu'on vient de faire pour comprendre, pour savoir comment appliquer. Ce seraient des techniques finalement de reformulation pour adopter une posture dans laquelle on est à l'écoute du personnage, de la personne qui est en face de nous. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est important de travailler sur cette reformulation. Ça nous donne des bonnes pistes. Ouais, ça nous donne des bonnes pistes pour continuer ce travail sur l'empathie. Peut-être pour une prochaine fois. On va arriver au terme de ce rendez-vous d'experts. Alors, je voudrais répondre à quelques questions qu'il y a eu dans l'audience d'abord. Un de nos auditeurs qui demande quand les VTP de ces rendez-vous d'experts seront téléchargeables. Alors, ils le seront probablement d'ici un mois maximum. On est en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour les télécharger et je vous enverrai, je vous tiendrai au courant en tout cas de ces téléchargements dans la foulée. Ce qui est certain, c'est qu'ils seront disponibles sur la communauté d'utilisateurs, le village by Cirrus Factory. Si vous ne connaissez pas, allez-y faire un tour. Vous pouvez d'ailleurs communiquer sur ces rendez-vous d'experts directement sur notre forum, poser des questions, faire des retours, des suggestions. Tous vos échanges sont les bienvenus. C'est fait pour ça, c'est pour qu'on communique ensemble. Alors, une question d'une autre personne était vis-à-vis des regards des personnages. Alors notamment dans la réunion aujourd'hui, les regards vont être dirigés exclusivement par les blocs parlés et il y a plusieurs façons de les traiter. Les personnages vont parler à ceux à qui ils s'adressent et les personnages qui ne parlent pas vont regarder le personnage qui parle. Il y a une exception à cela, c'est si un personnage se parle à lui-même ou si le joueur parle. Si le joueur parle, tout le monde le regarde, et si un personnage s'adresse à lui-même, il va avoir un regard qui va balayer les autres personnes. Donc a priori, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout à fait faire en sorte qu'il se parle à lui-même, et ça peut avoir des impacts qui sont aléatoires, qui sont gérés automatiquement par DTS. Alors, voilà. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à revenir vers nous ou vers moi directement. Si vous avez des suggestions sur l'utilisation des webinaires, des rendez-vous d'experts et d'autres suggestions d'évolution, vous êtes les bienvenus. Pour la suite, la semaine prochaine, nous n'allons pas faire de rendez-vous d'experts exceptionnellement. On fait une courte pause entre les ponts de mai. On reviendra potentiellement plus tard. Je vous tiendrai au courant et je vous enverrai des invitations à tous. Merci beaucoup Sophie pour ta participation aujourd'hui. C'est un plaisir de t'accueillir. Merci à toi Nicolas. Également, j'étais très ravie de participer à ce webinaire. Merci à nos auditeurs et puis merci à toi en tout cas. Oui, et à bientôt tout le monde pour la suite.